Proditores et transfugas arboribus suspendunt, ignavos imbeles et corpore infames cano ad palude, iniecta in supercrate mergunt. Obsèque, obsèque. Tu sais, ma petite, je voudrais que mon corps soit conservé plusieurs siècles après ma mort. Mais c'est impossible, papy. Tu disparaîtras forcément. Ah non, 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 non. Attends, je vais te montrer quelque chose. Des corps humains quasiment intacts. Les signes apparents d'une mort violente, issue de cultes sacrificiels. Je me suis lancé comme défi d'expliquer à mon grand-père comment il était possible que des hommes soient conservés dans la tourbe pendant plusieurs siècles. Avec mes recherches, j'ai pu en apprendre plus sur ces dénommés hommes des tourbières. Les corps furent retrouvés momifiés dans la tourbe, et souvent par hasard. Les raisons de leur mise à mort étaient généralement religieuses, et la mise à mort en elle-même était extrêmement brutale, comme en témoignent les cordes retrouvées autour des cous des cadavres ou les gorges tranchées. Je me suis surtout intéressée au corps de l'homme de Tolun, qui a été retrouvé le 8 mai 1850 au Danemark, avec une corde autour du cou. Il aurait été enterré dans la tourbe pendant l'âge de fer. Comment expliquer que la matière organique soit conservée dans la tourbe pendant plusieurs siècles ? Pour répondre à mon problème, j'ai commencé par m'intéresser à ce qui faisait de la tourbe un milieu particulier. L'histoire d'une tourbière débute par un simple bassin d'eau alimenté seulement par la pluie et entouré de verdure. Certains types de végétaux commencent à se former autour du bassin, sur l'eau. Il s'agit de la sphègne. Ces végétaux vont donc se développer mais aussi mourir, se décomposer très lentement et se déposer au fond pour former ce qu'on appelle la tourbe. Après cela, j'ai décidé de lister tous les facteurs physico-chimiques, ceux qui pourraient influer sur la conservation ou la décomposition. J'ai pensé à la luminosité, l'humidité de l'air, la pollution extérieure, la pression atmosphérique et enfin la température. La luminosité, peu probable. La tourbière est coupée de luminosité. L'humidité, la tourbière est déjà un milieu aqueux. La pollution, les hommes retrouvés datent de l'âge de fer, très peu probable, tout comme la pression atmosphérique. Et la température. D'une part, dans un frigo, les aliments sont conservés. Cela me paraît intéressant. D'autre part, nous avons retrouvé des hommes des tourbières au Danemark, en Irlande, en Finlande et aussi en Norvège, seulement dans des pays froids. Je me suis ensuite intéressé aux facteurs internes à la tourbe. J'ai songé à la présence de sel, puisqu'on l'utilisait pour la conservation des denrées alimentaires. Mais y a-t-il du sel dans ma tourbe ? Pour le savoir, j'ai utilisé une tourbe desséchée, que j'ai laissée macérer pendant 1 semaine dans l'eau distillée. J'ai ensuite filtré le mélange. J'ai entrepris de réaliser un test d'ion chlorure. Avec de l'eau distillée dans un tube à essai, auquel on ajoute du nitrate d'argent, il ne se forme aucun précipité. Avec mon filtrat, auquel j'ai ajouté du nitrate d'argent, il ne se forme aucun précipité non plus. Donc, pas d'ion chlorure. Et donc, pas de chlorure de sodium, communément appelé sel. Et la viscosité. La tourbe n'est pas spécialement visqueuse. L'acidité. Selon mes recherches, la sphègne doit s'alimenter en minéraux présents à ses racines, et donc dans l'eau. Cependant, le bassin est pauvre en nutriments, comme le calcium, par manque de brassage. Pour pallier à cette difficulté, la sphègne va libérer des ions hydrogène, de formule H+, ce qui va lui permettre de tendre elle-même vers une charge négative, et donc d'attirer tous les nutriments chargés positivement, comme les ions calcium Ca2+. Les ions hydrogène H+, seront donc responsables de l'acidité de la tourbière.
Je souhaite savoir si ma tourbe est bel et bien acide. Avec le filtrat, j'ai réalisé un test de pH avec un pH mètre. J'ai obtenu un pH de 7 dans l'eau distillée et de 4,7 dans le filtrat. Ma tourbe était bien acide. 4,7. Je sais ensuite que conserver un aliment dans un milieu hermétique le conserve. Il faut donc que je m'intéresse à la concentration en dioxygène. Selon mes recherches, les tourbières sont des milieux pauvres en dioxygène. Facteur à tester. La pression dans la tourbe et l'enfouissement paraissent-ils probables? Tout à fait, mais difficile à tester à mon échelle. Et la présence de décomposeurs alors? Tout aussi probable. Notre tourbe ayant été desséchée, il est impossible de mettre en évidence dès maintenant des micro-organismes déjà présents. Et celle de polluants, tout comme dans l'air, ceci est peu probable. Nous avons donc choisi d'isoler 3 facteurs pour tester leur action, à savoir le taux de dioxygène, le pH et la température. Il s'agit à présent de tester l'effet de chacun de ces 3 facteurs sur la conservation de la matière organique. Le principe est simple. Comparer. Comparer l'état de la viande après une relativement longue période d'attente, 5 semaines, dans un milieu en présence du facteur à tester et dans un milieu en absence de ce même facteur. Mais si, c'est très simple, vous allez comprendre. Pour que je m'y retrouve parmi toutes les expériences qui vont suivre, j'ai établi un tableau qui, pour chaque expérience, permet de rassembler les résultats. Il me sert en quelque sorte d'échelle de décomposition selon divers critères. Pour l'acidité, j'ai cherché à savoir si un milieu acide conservait mieux la viande qu'un milieu neutre ou basique. J'ai donc mis d'une part la viande dans l'eau de la tourbe classique, milieu acide démontré précédemment. D'autre part, j'ai plongé la viande dans un bécher de distillé, solution neutre. Sur des bonnes odeurs pestilentielles, j'ai pu observer mes résultats. Dans l'eau distillée, le morceau de viande est dans un état de décomposition avancé. Il a rétréci et perdu en masse. On peut aussi observer des moisissures. Avec l'eau de tourbe, la viande est aussi dans un état de décomposition avancé. Pour suivre ma démarche scientifique, j'ai tenu à faire cette expérience. Je pouvais m'attendre au résultat, puisque si je mets un morceau de viande dans du coca, solution acide, en une semaine, il ne reste quasiment plus rien. Pour l'eau 2, l'enjeu est d'essayer de savoir si le taux d'eau 2 présent dans un milieu influe sur la conservation de la matière organique. Pour cela, je m'appuie toujours sur un protocole consistant en une comparaison. J'ai cherché à reproduire les conditions de vie d'un milieu pauvre en dioxygène et à comparer l'état de la décomposition de la viande dans ce milieu par rapport à un milieu contenant de l'oxygène. Ainsi, j'ai porté à ébullition de l'eau distillée dans un Erlenmeyer afin d'éliminer le dioxygène présent dans l'eau. Puis, j'ai mesuré la quantité en dioxygène à l'aide d'un protocole d'acquisition, l'oxymètre relié à la console Foxy. Enfin, j'ai très vite refermé le bécher de manière à ce qu'il soit hermétique, puis je l'ai laissé pendant plusieurs semaines avec le bécher témoin. Dans le milieu à l'air libre, nous pouvons voir les mêmes résultats que dans l'expérience témoin précédente, puisque c'était dans les mêmes conditions. La viande est décomposée. Dans le milieu hermétique, la viande avait moins perdu en masse, et il n'y avait pas de moisissure. Elle était dans un meilleur état de conservation. Enfin, pour la température, le but est de voir la différence de conservation de la matière organique conservée au froid et dans un milieu à température ambiante. L'expérience est très simple. 2 béchers d'eau distillée contenant tous deux toujours ces fameux morceaux de viande. Au cas où vous m'auriez perdu sur la pertinence du facteur de la température, je vous fais un petit rappel. Celui-ci est primordial car les hommes des tourbières ont été retrouvés dans des pays froids. Je suis bien motivé pour répondre à mon petit défi personnel pour essayer de comprendre pourquoi la matière organique est conservée dans la tourbe. Mais de là à me payer un aller-retour au Danemark pour poser mon bécher dans un champ, non. J'ai donc placé un de mes béchers en haut d'un frigo dans la zone la plus froide de celui-ci où la température est de 2 degrés Celsius. Par ailleurs, j'ai placé mon autre bécher à l'air libre où la température avoisine les 18 degrés, dans nos salles si bien chauffées du pôle scientifique. Et j'ai laissé ces 2 béchers pendant 5 semaines. Toujours sur de très bonnes effluves, j'ai eu la joie d'observer des résultats concluants. Dans l'expérience témoin, nous observons toujours un état de décomposition avancé. Quant à l'expérience à basse température, on observe une très nette conservation au niveau de la taille et de la masse. Pour conclure, nous nous sommes intéressés plus précisément aux résultats de l'expérience sur l'acidité. Avec nos recherches, nous avons émis l'hypothèse que la conservation était due aussi à la conjugaison de ces 3 facteurs.
Pour le vérifier, nous avons essayé de modéliser un milieu de décomposition classique, c'est-à-dire dans Ça, la c'est la terre, matière organique. ainsi qu'un milieu de tourbière, avec un bécher rempli de tourbe, puis mis au frigo. Le morceau de viande dans la terre était dans un état de décomposition avancé, complètement desséché et rétréci. Dans la tourbe, la viande était très bien conservée, avec un aspect tanné, très semblable à la peau des hommes des tourbières. La conclusion de ces 3 expériences est que ces 3 facteurs ont réellement un impact sur la conservation de la matière organique. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi. Quel pourrait bien être le lien entre ces 3 facteurs, acidité, température et taux de dioxygène, et la conservation de la matière organique? Grâce à de brèves recherches à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, je me suis rendu compte que ces 3 facteurs physico-chimiques présents dans l'écosystème se nommaient les facteurs abiotiques. Mais alors, quel est le lien entre facteurs abiotiques et conservation? La relation entre facteurs abiotiques et décomposition sont en fait les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques sont l'action des organismes vivants dans un milieu tel que les bactéries. L'intermédiaire entre facteurs abiotiques et décomposition est en fait l'action du vivant, avec des organismes tels que les bactéries, sur le vivant, à savoir notre homme des tourbières. Enfin, le vivant chimique, les matières organiques, puisque cela fait bien longtemps que notre homme des tourbières n'est plus vivant. Il existe en fait 3 processus qui permettent la décomposition de la matière organique après la mort. Il s'agit de l'autolyse, la putréfaction et l'action des insectes nécrophages. L'autolyse est la libération d'enzymes qui vont décomposer les propres cellules mortes du cadavre dont elles sont issues. La putréfaction est l'action des bactéries qui vont se développer sur le cadavre et le ronger petit à petit. Enfin, il existe des insectes qui se nourrissent des matières organiques issues des cadavres. Il s'agit des insectes nécrophages. Les 3 facteurs abiotiques, le pH, la température et le taux de dioxygène, influent directement sur ces 3 procédés. Le point commun majeur entre l'autolyse et les micro-organismes sont les enzymes. J'ai donc émis l'hypothèse que mes facteurs abiotiques pouvaient avoir une influence sur les enzymes. Avec des recherches notamment dans des manuels d'SVT de terminale, j'ai voulu réaliser une expérience pour confirmer mon hypothèse, mais par manque de temps, ceci a été impossible. Cependant, elle consiste à mettre en évidence l'influence du pH et de la température sur une enzyme humaine contenue dans la salive, l'amylase salivaire. L'amylase agit sur l'amidon pour participer à sa transformation en glucose au cours de la digestion. Pour cela, il faut préparer 4 tubes à essai contenant la même quantité d'emploi d'amidon et 4 tubes à essai contenant la même quantité d'une solution d'amylase. On place un tube d'amidon et un tube d'amylase dans la glace fondante. Puis, on laisse 2 autres tubes, amidon et amylase, à température ambiante, ainsi que 2 autres au bain-marie à 37 degrés. Enfin, on fait chauffer les 2 derniers à 65 degrés. On verse tour à tour l'amylase dans l'emploi d'amidon et toutes les 3 minutes, on prélève la solution pour faire un test à l'œil iodé. Plus il y a d'amidon, plus l'œil iodé est foncé. On peut voir qu'à 0 degré, à température ambiante, et à 65 degrés, la quantité d'amidon est presque constante, alors qu'à 37 degrés, l'amidon a presque disparu. L'amylase agit efficacement seulement à 37 degrés. De plus, en préparant 4 autres tubes à essai d'amylase et d'amidon, auxquels on fait varier le pH à l'aide d'acide chlorhydrique et de soude, et qu'on place au bain-marie à 37 degrés, on peut réaliser le même test de iodé. On peut voir que la quantité d'amidon ne diminue presque pas pour les pH acides ou basiques, mais que proche de la neutralité, l'amidon disparaît. L'enzyme amylase agit donc avec un pH proche de la neutralité. Notre hypothèse est confirmée. L'action du pH et de la température sur les enzymes est avérée. Catalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos. Les enzymes sont des protéines constituées d'acides aminés produits par les êtres vivants à partir d'un gène. Ce sont des catalyseurs. Ils accélèrent les réactions chimiques nécessaires à la vie de l'organisme. Les enzymes maintiennent leur structure grâce à 2 éléments. D'une part, les acides aminés de l'enzyme sont généralement liés ensemble par des liaisons hydrogènes. D'autre part, les acides aminés peuvent porter des charges positives ou négatives.
Les liaisons peuvent s'établir entre acides aminés portant des charges opposées grâce à la force électromagnétique. Prenons pour exemple les acides aminés chargés positivement et ceux chargés négativement de l'amylase. Un milieu acido-basique contient respectivement des ions hydrogène H+, ou des ions H- hydroxyde. Ces ions sont capables de briser les liaisons hydrogènes des acides aminés. De plus, les ions hydrogène chargés positivement sont capables de neutraliser des fonctions chargées négativement. A contrario, les ions hydroxyde chargés négativement sont capables de neutraliser des fonctions chargées positivement. La force électromagnétique est donc éliminée puisque donnée par la relation constante de Coulomb fois charge d'un élément A fois charge d'un élément B sur la distance qui sépare les deux au carré. La structure de l'enzyme n'est plus maintenue. Prenons pour exemple deux parties de l'enzyme. Dans le site actif, c'est-à-dire le lieu où se fixe le substrat de la catalyse enzymatique. Avec un ion hydrogène, un groupement carboxylate devient un acide carboxylique. Il se neutralise. La fonction amine NH2 devient un groupement NH3+, avec un ion hydrogène. La fonction se charge positivement. Les charges des groupements constituant les acides aminés de l'enzyme sont modifiées par réaction avec les ions H+, ou HO-. Chaque enzyme résiste différemment au pH selon sa fonction. Elle possède un pH optimum où elle fonctionne le mieux, comme on peut le voir sur ces courbes. Lorsque l'enzyme en devient non fonctionnelle, on parle de dénaturation. C'est ainsi que certains micro-organismes peuvent se développer sur une large gamme de pH allant de 2 à 11. Mais la plupart survivent avec un pH proche de la neutralité. En fonction de leur pH optimum, on classe des micro-organismes en 3 groupes. Acidophiles, avec un pH compris entre 0 et 5,5, neutrophiles, avec un pH compris entre 5,5 et 8, et alcalophiles, entre 8 et 11,5. Intéressons-nous maintenant à l'action de la température. La température empêche les micro-organismes présents dans l'environnement de se développer. Elle empêche aussi l'action de l'autolyse. La première influence de la température est que le froid réduit la fluidité de la membrane plasmique des bactéries, donc le transport des nutriments diminue. Par conséquent, il y a réduction des synthèses protéiques nécessitant des nutriments, donc diminution de la production d'enzymes. De plus, la température est l'agitation des molécules. Plus la température est élevée, plus les molécules sont agitées et se déplacent. L'enzyme catalyse une réaction chimique en s'attachant au substrat. Une fois cette réaction effectuée, elle se détache et réitère cette action avec un autre substrat. Ainsi, si les molécules ne se déplacent pas assez vivement, l'enzyme et le substrat ne peuvent pas se rencontrer. A contrario, si les molécules se déplacent trop rapidement, l'enzyme peut se fixer à d'autres molécules qui ne sont pas son substrat. Ainsi, les catalyses enzymatiques sont impossibles et les réactions biologiques peuvent prendre plusieurs jours ou être irréalisables. Lorsque les températures deviennent trop froides, les catalyses enzymatiques sont inhibées. Lorsque les températures sont trop chaudes, les enzymes sont détruites. On peut classer les micro-organismes en fonction de la température optimum pour leur prolifération. Les bactéries cryophiles se développent entre -5 degrés et 5 degrés Celsius, les bactéries psychrophiles entre 5 degrés Celsius et 20 degrés Celsius, les bactéries mésophiles entre 20 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, et, pour finir, les bactéries thermophiles entre 40 degrés Celsius et 60 degrés Celsius. Ainsi, dans la tourbe, seules les bactéries cryophiles ou psychrophiles pourront proliférer. Je me suis enfin intéressée méthodiquement à l'implication du taux de dioxygène sur la conservation de la matière organique. Mes expériences précédentes ont mis en évidence qu'en absence d'O2, c'est-à-dire en milieu hermétique, la décomposition était plus lente. Je vais donc essayer de comprendre pourquoi. Je vais d'abord vous rappeler quelques techniques ancestrales de conservation. La conservation dite sous vide est depuis longtemps utilisée comme moyen de conservation alimentaire. Un conditionnement dit sous atmosphère protectrice consiste à modifier la composition de l'atmosphère interne d'un emballage dans le but d'améliorer sa durée de vie. Le processus tend souvent à réduire le taux de dioxygène de 20% à 0%. Ce facteur s'explique avant tout par une histoire de métabolisme. En effet, on distingue deux grands métabolismes. L'autotrophie, qui nécessite de l'énergie et de la matière minérale. La photosynthèse est un exemple de réaction chimique d'êtres vivants autotrophes.
Celle-ci utilise l'eau et le dioxyde de carbone présents dans le milieu pour produire du glucose et du dioxygène grâce à de l'énergie lumineuse. Ce métabolisme ne permet pas de survivre dans la tourbe, puisque c'est un milieu sans lumière. Nous pouvons ainsi d'ores et déjà écarter l'hypothèse que les bactéries impliquées dans la décomposition de la matière organique soient autotrophes. En revanche, il est davantage probable que ces dernières soient hétérotrophes. Ce métabolisme regroupe tous les êtres vivants qui produisent leur matière organique à partir de celle d'autres organismes. La respiration cellulaire et la fermentation sont des réactions chimiques de l'hétérotrophie. La respiration cellulaire consiste à puiser dans le milieu du glucose et du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone et de l'eau. La fermentation est quant à elle une réaction chimique qui exclut le dioxygène puisqu'elle ne puise dans son milieu que du glucose et rejette de l'éthanol et du CO2. Les bactéries impliquées dans la décomposition de la matière organique ne peuvent donc pas pratiquer la respiration, puisque les tourbières sont des milieux très pauvres en dioxygène. Ces bactéries pratiquent donc la fermentation pour assurer leur activité cellulaire. De plus, il existe différents rapports à l'O2 selon les types de cellules. Il est possible d'identifier les bactéries du type aérobie et anaérobie en effectuant une culture en milieu aqueux. Cela permet de mettre en évidence que les bactéries à aérobie stricte se rassemblent au niveau supérieur du tube à essai pour maximiser l'apport en dioxygène. A l'inverse, celles à anaérobie obligatoire se tassent au fond du tube à essai pour éviter tout contact avec le dioxygène. Entre les deux, il existe des catégories intermédiaires qui supportent l'oxygène en faible quantité. Ce sont les bactéries anaérobies aérotolérantes. Elles se disposent de manière homogène dans l'éprouvette puisque l'oxygène n'a aucun effet sur elles. Dans la tourbe, le taux de dioxygène est très faible, mais il y en a quand même. Ainsi, les bactéries aérobies ne peuvent pas survivre par manque d'O2, mais les bactéries anaérobies ne peuvent pas se développer non plus, puisque le taux de dioxygène présent suffit à les tuer. Le seul type de bactéries ayant la possibilité de se développer sont donc les bactéries anaérobies aérotolérantes. Cependant, leur seule activité ne permet pas la décomposition de la matière organique, qui se retrouve ainsi conservée. Nous nous sommes intéressés à la matière organique. Mais qu'en est-il de la matière minérale ? Dans l'expérience qui regroupe les 3 facteurs en comparant avec la décomposition dans la terre normale, j'ai aussi introduit dans le bécher des os. Cela avait pour but de voir si l'os était également conservé dans ce milieu. Au vu des résultats, l'os dans la tourbe est relativement plus décomposé que dans la terre. J'ai donc fait l'hypothèse que c'est l'acidité qui ronge la matière minérale. Pour le vérifier, j'ai plongé un os dans un bécher rempli d'acide chlorhydrique, puis je l'ai laissé à l'air libre pendant 1 semaine. 1 semaine après, mon os était tout mou. Je me suis rendu compte que la matière minérale qui compose l'os avait totalement disparu et qu'il ne restait que la matière organique, d'où la flexibilité de celui-ci. J'ai mis en évidence cela en effectuant un test à l'eau de chaux. J'ai ainsi déposé mon os dans un Erlenmeyer relié à un bécher d'eau de chaux. En chauffant, l'eau de chaux s'est troublée. Cela révèle la présence de matière carbonée. Les résultats de cette expérience confirment mon hypothèse. L'acidité présente dans la tourbe décompose la matière minérale. Pour conclure, la matière organique peut être conservée pendant tant d'années grâce aux conditions physico-chimiques, appelées facteurs abiotiques. La température, l'acidité et un faible taux de dioxygène sont autant de facteurs qui, conjugués dans un écosystème, garantissent le ralentissement ou l'annulation de l'activité enzymatique interne au corps, comme l'autolyse, ou celle des micro-organismes chargés de décomposer la matière organique. Ces 3 facteurs agissent aussi sur ces décomposeurs en modifiant leur métabolisme et donc en empêchant leur survie. Les hypothèses mystiques de mon grand-père qui suggéraient que la remarquable conservation de ces hommes était due à la grandeur de leurs âmes sont infirmées. Et oui, quiconque prendra soin de jeter un corps dans un milieu acide, froid et pauvre en dioxygène aura de grandes chances de le retrouver quelques années plus tard très bien conservé. Mais sans les os! Pour suivre ma démarche scientifique, j'ai tenu à faire cette expérience. Il s'agit à présent de tester l'effet de chacun de ces 3 facteurs sur la conservation de la matière organique. Ancestrale. En une seule